La vie de Dorothée, entre lumière et silence. J'avais besoin de vivre autrement, loin des caméras. Dorothée prend enfin la parole et confirme ce que de nombreux fans soupçonnaient en silence depuis des années. Sa disparition soudaine n'était pas qu'une simple pause dans sa carrière. Elle résultait de quelque chose de plus profond et de bien plus douloureux. Pourquoi l'une des icônes télévisuelles les plus aimées de France a-t-elle quitté la scène au sommet de sa gloire? Que s'est-il réellement passé en coulisses après la fin du Club Dorothée? Dans cette vidéo, nous explorons la chute discrète, les retours manqués et le long silence qui a dissimulé bien plus que ce que l'on pensait, un secret qu'elle ne voulait pas révéler. La vie privée de Dorothée. Si sa vie publique était flamboyante, son univers privé est toujours resté sous haute protection. Pendant des années, Dorothée a clairement affirmé que sa vie personnelle était hors limite, déclarant célèbrement « Ma vie privée, c'est comme ma maison ». Peu de gens en ont la clé. Pourtant, ces dernières années, un détail surprenant a émergé. Dorothée est mariée en secret depuis le milieu des années 2000 à un ancien fan devenu assistant. Cette révélation ne vient pas de Dorothée elle-même, mais de son fidèle ami et collaborateur télévisé Jackie qui, lors d'une interview en 2021, dans un éclair de Guigny, a lâché innocemment « Elle s'est mariée ». Cette phrase brève a déclenché une vague d'enquêtes médiatiques menant le magazine Public à découvrir que Dorothée avait discrètement épousé Vincent Godel, un homme de 17 ans son cadet, vers 2006. L'origine de leur relation. Ce qui rend cette union remarquable, ce n'est pas seulement la différence d'âge ou la discrétion, mais l'origine même de leur relation. Vincent n'était ni une célébrité ni une figure du petit écran. C'était un fan de la première heure ayant grandi avec les émissions de Dorothée. Leurs chemins se sont croisés au début des années 2000 lorsque Vincent a commencé à collaborer professionnellement avec elle. Leur vie ensemble. Progressivement, il est devenu son assistant. Puis un lien plus intime s'est noué. D'après Public, l'admiration de Vincent remonte à son enfance où il suivait avec passion les émissions et la carrière musicale de Dorothée. Leur première collaboration a eu lieu à l'occasion de la comédie musicale Le Royaume des Bonbons présentée à l'Olympia entre 2006 et 2007. Vincent y jouait un rôle d'acteur mais aussi de commetteur en scène tandis que Dorothée, séduite par sa créativité, acceptait de devenir la marraine du spectacle. Elle est même montée sur scène lors de la dernière représentation pour saluer le public. Cette proximité professionnelle s'est naturellement transformée en complicité personnelle. Le mariage secret. En coulisses, leur relation s'est renforcée jusqu'à un mariage secret célébré sans faste ni couverture médiatique. En 2023, ils étaient mariés depuis près de 20 ans, Dorothée ayant choisi de vivre paisiblement en Normandie, loin des projecteurs. Elle n'a jamais eu d'enfant, un choix qu'elle a assumé sans remords. Mais le mariage semble lui avoir offert un second souffle, non plus comme la performeuse infatigable, mais comme une femme qui reprend possession de son espace et de son temps. La vie actuelle de Dorothée. Selon Jackie et son producteur historique Jean-Luc Azoulay, Dorothée est aujourd'hui heureuse, en paix et maîtresse de sa vie. Ni Dorothée ni Vincent ne se sont exprimés publiquement sur leur union, mais des proches dont Azoulay décrivent Vincent comme un garçon formidable, un homme talentueux, respectueux et discret, attaché à la préservation de l'intimité de sa compagne. La carrière de Dorothée. Frédéric Hochdé, né en 1953 dans le 16e arrondissement de Paris, a grandi dans la banlieue de Bourgarine au 39 boulevard Carnot. Elle vient d'un milieu mêlant discipline et culture. Son père était ingénieur, sa mère femme au foyer. Elle a grandi aux côtés de son frère aîné Jean-François dans un foyer où l'on valorisait l'éducation et les arts. Les débuts de Dorothée. Frédéric descend aussi de Jean-Pierre Hochdé, beau-fils du peintre Claude Monet via Ernest Hochdé, la plaçant dans la lignée élargie d'une des familles artistiques les plus emblématiques de France. Enfant, Frédéric prend des cours de piano et de danse et remporte à 11 ans le 3e prix du prestigieux concours de piano Nérini. Cette exposition précoce à la musique forge sa sensibilité artistique. Un tournant se produit lors d'un voyage en Angleterre à l'âge de 13 ans, où elle découvre les Beatles ainsi que Simon et Garfunkel. La scène pop britannique conjuguée à son amour croissant pour les comédies musicales américaines et le cinéma hollywoodien classique alimente sa curiosité artistique. La suite de la carrière. Malgré cette passion, ses ambitions initiales restent pragmatiques. Elle poursuit des études de langue et obtient une licence d'anglais en 1972, envisageant une carrière dans le tourisme ou même l'archéologie. Mais en 1973,
Frédéric voit son destin basculer après avoir remporté le premier prix d'un concours théâtral étudiant. Grâce à son adaptation d'un caprice d'Alfred de Musset, la présidente du jury, Jacqueline Joubert, figure pionnière de la télévision française, la repère immédiatement. Frédéric refuse d'abord d'entrer dans l'univers télévisuel mais finit par accepter en 1973 lorsque Joubert, alors directrice des programmes jeunesse de l'ORTF, l'invite à présenter les mercredis de la jeunesse. La gloire. C'est à ce moment-là que Frédéric prend le nom de Dorothée, entamant une carrière qui allait marquer une époque diffusée en direct chaque mercredi après-midi en noir et blanc. Les mercredis de la jeunesse fait connaître Dorothée au jeune public, souvent accompagnée d'une marionnette nommée Blablatu. L'émission se termine en 1974 avec la dissolution de l'ORTF, marquant son premier revers professionnel important. En 1975, Dorothée rejoint les visiteurs du mercredi sur TF1, cette fois sous son vrai nom. Elle anime la séquence interdit aux plus de 10 ans mais est écartée après 6 mois. Le succès avec Club Dorothée. Selon la directrice de programme Liliane Victor et le producteur Christophe Izard, elle n'était pas faite pour la télévision jeunesse. Une affirmation qui allait s'avérer totalement erronée. Début 1976, elle coanime le jeu Réponse à tout mais l'émission est rapidement arrêtée. Dorothée se retrouve sans emploi pendant plus d'1 an. Elle enchaîne alors les petits boulots. Hôtesse de supermarché, secrétaire, doublure lumière sur des plateaux TV. Une période difficile, bien loin des projecteurs. Suivant à nouveau les conseils de Jacqueline Joubert, elle passe le concours de speakerine de l'Antenne 2 et débute en avril 1977 comme annonceuse à l'antenne. La consécration. Cette même année, elle anime Dorothée et ses amis, une émission jeunesse de courte durée. Mais c'est en 1978 que tout change. De retour à la tête des programmes jeunesse d'Antenne 2, elle lance Récréa 2, prévu initialement pour l'été. L'émission rencontre un tel succès qu'elle devient permanente pendant 10 ans. Récréa 2 devient un phénomène culturel. Dorothée, entourée de collaborateurs comme Jackie, Ariane Carletti, William Lemergy, Elfie et Cabu, divertit les enfants avec des dessins animés japonais, des rubriques pédagogiques et de la musique. Les caricatures de Cabu, notamment son nez exagéré et sa queue de cheval, en deviennent emblématiques de son image. L'émission rencontre un succès fulgurant. Dorothée n'est plus simplement une animatrice. Elle incarne désormais toute une génération d'enfants français. En parallèle, elle tient la rubrique Courrier des lecteurs dans le magazine de BD Super AS, renforçant encore le lien avec son jeune public. La chute de Club Dorothée. Au début des années 1980, Dorothée commence à se construire une image de chanteuse. En 1979, le réalisateur François Truffaut la remarque et lui confie un petit rôle dans L'amour en fuite, dernier opus de la saga Antoine Doinel. Impressionné, Truffaut écrit pour elle un rôle dans un futur projet. Malheureusement, il décède en octobre 1984, peu avant le tournage. Mais en 1980, Dorothée sort son premier album musical, Dorothée au pays des chansons. Elle se laisse convaincre de chanter et l'album est adapté en comédie musicale. C'est le début de sa carrière musicale. Entre 1981 et 1986, elle enchaîne les tubes. Rox et Rookie ou La Menteuse pour faire une chanson, Les Schtroumpfs, Les Petits Ewoks, Allô Allô, Monsieur l'Ordinateur, Maman. Plusieurs de ses titres dépassent le 1 million d'exemplaires vendus. En tout, elle vend plus de 4 millions de disques durant cette période. Dorothée n'est plus seulement animatrice. Elle devient une véritable icône pop pour enfants. L'héritage de Club Dorothée. Le milieu des années 1980 est marqué par une explosion créative et une reconnaissance populaire. Dorothée joue dans des spectacles musicaux ambitieux signés Jean-Luc Azoulay, tels que Dorothée Tambour Battant et Au Royaume de Dijedondène. Présentés sous chapiteau à Paris, souvent en partenariat avec la ville, ces spectacles affichent complet. Elle se produit aussi à l'Olympia puis au Zénith, 2 salles mythiques de la capitale. En 1985, elle reçoit une victoire de la musique pour Allô Allô, Monsieur l'Ordinateur avec les Petits Ewoks, consacrant son statut de personnalité nationale. La fin de Club Dorothée. En 1988, après des saisons couronnées de succès à la présentation de Récréa 2, Dorothée est invitée par la toute nouvelle TF1, privatisée, à prendre la tête de son département jeunesse. Elle accepte et lance Club Dorothée,
une émission révolutionnaire pour enfants qui allait dominer la télévision française pendant la décennie suivante. Entourée de son équipe fidèle, Ariane, Corbier, Patrick, Jackie et soutenue par le groupe pop Les Musclés, Dorothée transforme rapidement Club Dorothée en véritable phénomène culturel. L'émission atteint parfois plus de 60% de part d'audience et diffuse plus de 30 heures de programme par semaine jusqu'à 40 heures durant les vacances scolaires. Les critiques et la fin. Mais ce succès a un prix. Dès le début des années 1990, Club Dorothée fait l'objet de critiques croissantes. La programmation, largement composée de dessins animés japonais comme Ken le Survivant, Dragon Ball Z ou les Chevaliers du Zodiaque, suscite l'indignation des associations de parents et des responsables politiques. Certains dénoncent des contenus trop violents et émotionnellement perturbants pour les enfants. Le CSA adresse plusieurs avertissements et oblige même TF1 à diffuser des messages de mise en garde avant le journal télévisé du soir. Une série Onizama est entièrement déprogrammée après des plaintes sur ces thèmes liés au suicide et au traumatisme. La disparition de Dorothée. Dorothée est publiquement sommée de s'expliquer sur ses choix. Les attaques deviennent personnelles quand la politicienne Ségolène Royal publie en 1989 le ras-le-bol des bébés à peur, consacrant un chapitre entier à la condamnation de l'émission et mettant en garde contre les risques moraux qu'elle représenterait. Lors d'une cérémonie musicale en 1995, Dorothée est huée par une partie du public. Une expérience qu'elle reconnaîtra plus tard comme marquante. Ça fait mal quand on vous critique injustement. En coulisses, les tensions entre TF1 et AB Productions, le producteur de Club Dorothée, s'aggravent. La suite de la carrière de Dorothée. En 1995, AB lance sa propre plateforme satellite AB SAT en concurrence directe avec TPS dont TF1 est actionnaire. En représailles, TF1 réduit le temps d'antenne de l'émission et taille dans le budget. En 1997, Patrick et Corbier quittent l'émission, TF1 les jugeant apparemment trop vieux. L'émission ne perd pas en popularité auprès du public, mais elle perd le soutien de sa propre chaîne. En mars 1997, TF1 confirme qu'elle ne renouvellera pas son contrat avec AB. Le dernier épisode est diffusé le 30 août, quelques heures à peine après l'enregistrement. Dorothée apprend le décès de sa mère le même jour. Le retour de Dorothée. Ce double choc personnel et professionnel marque un tournant douloureux. Elle disparaît alors de la vie publique, refuse les interviews et annule plusieurs projets. De 1997 à 2007, elle garde le silence. Les tentatives de relancer sa carrière, remix, DVD, émissions nostalgiques, rencontrent un succès limité. Une apparition télévisée en 2005 aux côtés de Chantal Goya ravive l'intérêt du public, mais Dorothée reste prudente lorsqu'on l'interroge sur son long silence, elle répond avec franchise « Quand on n'a rien à dire, on se tait ». Les critiques à son égard continuent. L'héritage culturel. Dans le contexte actuel, certains extraits de Club Dorothée sont jugés racistes ou culturellement déplacés. Un exemple marquant, une prestation musicale avec le groupe Hook Machine lors de laquelle Dorothée apparaît grimée en blackface. Un geste aujourd'hui inacceptable, bien qu'à l'époque passé inaperçu. Le journaliste Alexandre Ravelot note que les adultes de l'époque ne mesuraient tout simplement pas l'impact de ces images. Politiquement, le legs de Club Dorothée divise toujours. Lors de la campagne présidentielle de 2007, de nombreux téléspectateurs nostalgiques tiennent Ségolène Royal pour responsable d'avoir tué leur enfance. La reconnaissance. Malgré ses blessures, l'influence culturelle de Club Dorothée reste incontestable. L'émission a contribué à faire de la France le deuxième marché mondial du manga après le Japon et a initié toute une génération à l'animation japonaise. Elle a également engendré des sitcoms à succès comme Hélène et les garçons et Salut les musclés, laissant une empreinte durable sur la culture populaire française. La vie actuelle. Aujourd'hui, Dorothée mène une vie paisible loin des caméras aux côtés de son mari et ancien assistant Vincent Godel. Ils partagent leur temps entre Paris et la campagne normande. Elle lit, regarde la télévision, des plaisirs simples après une carrière au rythme effréné. Si elle n'a jamais vraiment retrouvé la lumière qu'elle régnait autrefois, son histoire n'est pas celle d'un échec. Dorothée a disparu sans un mot et aujourd'hui, à 72 ans, elle révèle enfin la vérité que beaucoup soupçonnaient. Mais cette sortie était-elle une chute discrète ou un appel silencieux à l'aide? A-t-elle été oubliée par l'industrie qu'elle avait contribué à bâtir? Et combien de douleurs se cachaient derrière ce visage toujours souriant?
Si son histoire vous a touché, mettez un j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités oubliées derrière la célébrité.